à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, épisode 37. Moi c'est Plax, on vous avait dit au dernier épisode de profiter de cette victoire. Eh bien on n'avait pas tort puisque nous sommes désormais à une victoire, 4 défaites. Défaite contre les Cowboys 44-20, ça a été assez dur. Il a fallu vraiment se surmotiver pour réussir à faire cet épisode puisque, je l'avoue, c'est moi qui ai dit « T'es sûr que t'as envie de le faire ?» Moi je suis pas sûr que j'aurai la force. Thiergo a dit si on va le faire et il est avec nous. Thiergo, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi j'ai la patate. J'ai la patate parce que en fait je pense déjà à 2022 et maintenant qu'on va avoir le first pick overall, on va pouvoir choper il paraît que tout le monde parle de ce Kayvon Thibodeaux, je sais pas qui c'est mais il paraît qu'il est excellent. On va tous les éclater en 2022. Je sais pas non plus qui c'est d'ailleurs. C'est un edge rusher d'Oregon qui apparemment est excellent. Mais bon, de toute façon, moi je me méfie toujours de ce qui se dit sur la draft jusqu'à la veille de la draft de toute manière. Mais bon, blague à part, oui, un peu, enfin complètement anéanti par cette énième défaite. Mais quelque part, ça lève un peu un poids dans le sens où on se dit, il n'y a rien à tirer de cette saison. Regardons vers l'avenir. Ouais, mais non mais ok. Ça fait 4 mais ans. C'est juste chiant quoi. C'est juste qu'il y a un moment, faut arrêter de se dire ça. Regardons vers l'avenir, ça devient vraiment fatigant. Et à un moment, on aimerait bien un peu vibrer la saison. L'an dernier, on a presque vibré un peu en fin de saison. C'était encore jouable. Là, on se demande vraiment comment ça va être possible. Alors, on avait commencé quand même mal. Hein. Je crois qu'on était à une victoire, 5 défaites avant qu'on arrive un peu à retourner la situation. Mais reparlons un peu de ce match 44-20. Alors, tu vas me donner ton impression, mais sans rentrer dans tous les détails, puisque en gros, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va d'abord parler de ce match, et après, on va essayer d'imaginer un peu, puisque déjà, au bout de la 5e journée, on va se dire qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire progresser la situation. Globalement, dans ce match-là, à aucun moment, c'est-à-dire que vraiment, du coup de sifflet, du kick-off, jusqu'à la fin, dès le coup de sifflet de kick-off, je me suis dit, on gagnera pas, ça va mal se passer. J'avais vraiment un mauvais pressentiment depuis le début. Clair. Ça s'est mal passé. Alors, et même quand il y a eu l'interception, même quand il y a eu le fumble sur deuxième drive, etc., je sentais pas. Enfin, tu vois, on a réussi à tenir ce match à quelques points près pendant longtemps, mais on sentait quand même qu'on était archi-dominé. Non, oui, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que on est quand même allé dans ce match en s'attendant à une défaite, soyons clairs. Les Cowboys sont la meilleure équipe de la NFC East en ce moment. Ils gèrent de tous les côtés. Moi, à aucun moment, je me suis dit on va battre les Cowboys. Ça, il y avait pas vraiment de doute dans ma tête. La seule chose que je me disais, c'était peut-être qu'on peut réussir à garder un score serré et à les faire suer un peu. En fait, ça n'a même pas été ça parce que bon, déjà on rate un field goal dès le début du match, tu dis bah super, ça commence bien. Et certes, à un moment on a été à 10-10, mais il y a aussi eu une passe droppée de leur tight end Schultz dans l'end zone qui aurait pu être qui aurait pu en fait rendre un score beaucoup plus fleuve que ce qu'on a eu en fin de match. Mais en fait, le fait qu'on gagne ou qu'on gagne pas, là de ce côté-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de déception de mon côté parce que je m'attendais à ce qu'on perde. Non, moi non plus. Mais en fait, c'est quand même dans la physionomie globale du match où. Enfin, moi, j'en ai marre d'avoir ce genre de match où tu es dominé du début à la fin, quoi. Où tu sens, tu sens qu'il y a vraiment une supériorité de l'équipe adverse. Et juste, ça fait chier, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que déjà, ça commençait très très mal avec le fait qu'on n'ait pas Andrew Thomas sur le terrain. Oui. Andrew Thomas qui nous a fait, qui en fait a fait taire beaucoup de ses critiques en ce début de saison. Et je crois pas qu'il ait concédé un seul sac depuis le début de la saison. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que si on prend les derniers matchs de 2020, c'est pareil. Il est vraiment en train de progresser. Là, il s'est blessé. Alors, je sais plus quelle blessure c'est exact. C'est une blessure au pied, quoi. Juste pour info, c'est une petite blessure. Et il était quand même sur le banc. Et Joe Judge a dit en interview après le match, en conférence de presse, il a dit, parce qu'on lui a demandé pourquoi il était sur le banc, il a dit au cas où ça se passait mal, qu'il y avait un blessé, on préférait qu'il soit là quand même. Mais vu sa blessure, on préférait qu'il joue pas. Mais voilà, et en fait, le truc c'est que même quand on avait Jones et Barkley sur le terrain, le front seven des Cowboys ont juste ultra dominé Nate Solder qui est
est complètement catastrophique en left tackle. C'est bon, on sait qu'il pourra plus jamais faire left tackle. Non, mais même en left tackle, il a été nul à chier depuis le début de la saison. Hein. Il a quand même pris le dessus sur Peart à un moment parce que Peart était aussi nul à chier. Ouais, mais alors là, en right tackle. Non, je suis d'accord. Apparemment, il s'est un peu rattrapé sur ce match. Il était un peu plus correct. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le début de match, en effet, on était dominé par la défense des Cowboys parce que de toute façon Daniel Jones n'avait plus de temps dans la poche. Il a fait quelques passes qui étaient à chaque fois légèrement un peu trop loin ou quelques-unes ont été droppées je crois. Et puis après en fait à partir du moment où on avait perdu Saquon Barkley qui en fait se blesse alors que le play est terminé, c'est quand même assez dingue quoi. Il y a un type qui lui marche dessus, on serait un peu de mauvaise foi, on aurait envie de dire que c'était la vengeance des Cowboys par rapport à ce qu'on leur avait fait à Dak Prescott l'année dernière, mais je ne crois pas que ce soit ça. Et puis après on a cette méchante commotion de Daniel Jones qui fait ok c'est mort là, enfin faut s'attendre à rien de ce match. Non, c'est sûr. Alors, quand même, puisque tu parlais de Solder et Peart, Solder, il a été mauvais même en tackle droit. Ce que je disais, c'est que je comprends pas, moi, pourquoi on n'a pas mis Peart, qui est jeune et qui est potentiellement à venir, alors que Solder, c'est à aucun doute, je peux dire pourquoi c'est sa dernière saison. Mais là, regarde ce match. Solder, à gauche, il a une note PFF de 38,8. Matt Peart, 69,8. Non, bien sûr. Mais même si, c'est par rapport au match d'hier. D'accord, mais même il a fait. Mais les premiers matchs, rappelle-toi, il y a quand même eu un match où en fait il est resté 2 secondes sans bouger contre les Broncos et il s'est dit, il y a eu le snap. Non, mais regarde les vidéos de Ned Solder qui se fait marcher dessus. On lui marche sur la gueule, on pose son cul sur sa gueule, on le met dans la terre et on lui fait renifler le gazon. Sur plusieurs actions, le mec ne sait pas tenir presque debout de Ned Solder. Oui, mais là tu parles de quoi? Ned Solder sur l'ensemble des matchs qu'il a fait. Je comprends pas pourquoi. Non mais attends, me dis pas. Attends, Thiergo, laisse-moi finir. Me dis pas que Matt Peart sur quelques actions a prouvé qu'il était moins bon que Ned Solder qui depuis des années est une chèvre. En fait, si. Alors, déjà, dire que Ned Solder est une chèvre, c'est quand même ignorer le bon travail qu'il a fait chez les Patriots. Mais on s'en bat les couilles des Patriots depuis qu'il est chez nous. Mais en fait, on peut pas dire que juste c'est une chèvre. C'est faux. Il ne valait pas son contrat. Après sa saison out, il ne vaut plus rien du tout de toute manije Mais même avant, il nous a fait perdre des matchs, le gars. C'est de sa faute si on perd certains matchs. Non, encore une fois, c'est pas vrai. Enfin, je suis pas d'accord avec toi parce que sa première année où il protégeait Daniel Jones, il y a plusieurs exemples de de Solder en bonne position et Daniel Jones qui, ayant une très mauvaise gestion de sa poche, se mettait en position vulnérable et donc du coup, c'était un sac concédé sur la tronche de Solder qui avait pourtant fait son job. Mais ce que je veux te dire, c'est que sur ce début de saison, je te ne dis pas que Solder était un bon tackle. Je te dis juste que, en fait, entre Solder et Peart avait été tellement mauvais en début de saison que le coaching staff s'est dit ok, on prend right tackle Solder. Non mais d'accord, mais il te faut un échantillon statistique représentatif pour que tu puisses dire il est meilleur. Et en fait, vu ce qu'on a vu de Solder, moi je suis pas d'accord, on peut pas dire que il méritait sa place. Je dis pas que Peart l'a mérité non plus, mais entre les deux, à deux mecs qui avaient un niveau faible, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères te dire, ok, j'ai deux mecs qui sont de toute façon là actuellement pas bons, est-ce que je mets un mec qui n'a aucun avenir chez nous et qui à la fin de la saison ne fait plus rien? Alors peut-être en début de saison, peut-être que tu peux dire ça parce que si tu estimes qu'il est un peu meilleur et que la saison n'est pas finie. Mais maintenant, actuellement là tu dois mettre quelqu'un. Mais là maintenant, je suis d'accord avec toi. Voilà, okay. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui maintenant, on a tellement plus rien à tirer de cette saison que autant mettre Peart et que ce soit mauvais, c'est mauvais. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu veux remettre en cause ce qui s'est passé sur les premiers matchs, très bien. Moi, par contre, je ne suis pas cette ligne-là parce que j'estime qu'en début de saison, le meilleur tackle pour le côté droit, c'était Solder, c'était pas Peart. Alors pour la suite, je suis complètement 100% d'accord puisque vu les notes du dernier match et ce qui a été montré, il est bien au-dessus. Et pour les premiers matchs, je reste quand même persuadé. Peut-être le premier, deuxième, mais quand tu vois ce qu'il a fait et le nombre de fois où il se fait marcher dessus, vraiment, et le fait qu'il soit à droite, ça l'a sauvé parce qu'à gauche, Jones il aurait pris très très cher. Je te dis pas que c'était excellent. C'était non, vraiment très loin le de là. moindre mal. Et de toute façon, en fait, le début de saison m'a limite fait regretter Cam Fleming. Que je critiquais énormément l'année précédente, et quand j'ai vu en effet le niveau de Peart et de Solder, je me suis dit bon, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de garder Cam Fleming? Au niveau des sacs encaissés et des pressions autorisées, Solder était toujours 2 fois plus haut que n'importe quelle O-line qu'on avait sur le match. Donc ça a été une catastrophe depuis le début. Bon, en tout cas, je pense que ce match-là aura permis au moins
de montrer que Peart était largement au-dessus de Solder et d'effectivement changer ça. Bon, en tout cas, si on repasse... Je dirais pas largement au-dessus de Solder, il a encore beaucoup à prouver, le petit. Ouais, bah écoute, la note PFF, pour moi, elle veut quand même dire quelque chose. Il est à 70, Solder est à 38. Voilà. Bon, c'est... Ouais. Oui, mais ça veut pas rien dire. C'est dur en fait à justifier. On le dit à chaque le fois, les notes PFF, faut les prendre quand même avec des pincettes. Oui. Parce que... Non, mais oui, mais quand tu as une note qui est 2 fois supérieure, quand même, ça veut quand même dire, je pense, quelque chose. Juste, bon, effectivement, tu as évoqué très rapidement les blessures. C'était quand même une grosse histoire de ce match. Blessure de Golladay, blessure de Daniel Jones, blessure de Saquon Barkley. Notre attaque se retrouve, par rapport à l'attaque qui était alignée en début de saison, il n'y a plus personne. Il reste 3 joueurs qui étaient au début de saison, donc c'est très compliqué. Ils devraient revenir au fur et à mesure. C'est pas des grosses blessures, ça va être des blessures de 1, 2, 3 semaines. Heureusement, le seul qui est out, c'est Rodarius Williams en défense. Mais c'est sûr que ça joue en notre défaveur d'avoir ton running back titulaire superstar qui se blesse dès le tout début du match. Ça fait chier, quoi. Non, et sur 3 saisons de suite, bordel, c'est juste pas possible. Alors, bon, apparemment, c'est pas la fin de saison pour lui, mais c'est juste incroyable de se dire que Saquon Barkley, ça plante. Enfin, il se prend une blessure tout le temps, toutes les saisons. Il a eu sa première saison qui était excellente. Imagine un peu ce qu'on dirait de Saquon Barkley s'il avait enchaîné 3 saisons comme sa saison rookie. On arrêterait de nous dire fallait pas drafter Saquon Barkley. Aujourd'hui, les gens partent du fait qu'il est tout le temps blessé pour dire que c'était un mauvais pick. On ne pouvait pas deviner qu'il allait être tout le temps blessé. Non, mais quelle malchance à ce type, c'est juste incroyable. Mais là, je te mets devant une situation. Là, tu es le GM des Giants. Est-ce que tu le re-signes à la fin de son contrat rookie pour la suite? Non. Enfin, ça me désole. Le truc, c'est que moi j'avais dit avant la saison, c'est la saison pour Barkley de redorer son blason et de choper un petit contrat. 3 saisons de suite à se blesser, que ce soit Gettleman, alors encore que Gettleman est capable de nous faire des trucs bizarres, Gettleman serait capable de le re-signer juste pour dire c'est moi qui ai raison. C'est un peu le désavantage d'avoir un boomer qui est têtu. Et puis surtout quand on voit certains de ses choix, tout n'est pas mauvais, hein. On avait fait le Gatlecast l'année dernière, mais je sais plus à qui je pensais. Déjà, tu vois, le débat un peu houleux qu'on a eu sur Peart et Solder montre à quel point il s'est complètement planté sur la ligne offensive en disant on a plus confiance dans la ligne offensive que vous, en parlant des médias. Mais si on revient sur le cas de Saquon Barkley, il pourrait le re-signer, mais un nouveau GM, à mon avis, ne le re-signera pas. Je suis exactement d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire, puisque de toute façon, je crois vraiment pas que ce soit notre GM la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Effectivement, on le re-signera pas. Bon, en tout cas, voilà. Pour moi, le dernier point à évoquer sur ce match-là, c'est la défense. Et c'est notre plus gros problème depuis le début de la saison, c'est la défense. On ne l'attendait pas du tout. On s'est renforcé sur cette défense. Je pense que la blessure de Blake Martinez nous a fait très mal au centre. Mais globalement, cette défense n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a eu l'an dernier. On fait partie des pires défenses de la ligue. On se prend plus de 500 yards cumulés sur ce match-là. Il n'y a pas de défense contre la course. Il n'y a pas de pression sur le passeur. Et il n'y a du coup pas de défense contre la passe non plus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui marche. Rien du tout. Je sais même pas comment l'expliquer en fait. Oui, moi non plus. Et je sais même pas expliquer comment expliquer que un gars comme James Bradbury, qui était un Pro Bowler l'année dernière, qui était l'un des meilleurs cornerbacks, si ce n'est le meilleur cornerback de la saison dernière. Alors, je ne saurais pas dire si c'était le meilleur, mais je pense qu'il était facilement dans le top 5. Ouais. Qui aujourd'hui se fait malmener par tout un tas de receveurs, bons comme mauvais, hein, parce qu'il y a de très bons receveurs. Et même il s'est fait malmener par des quarterbacks qui n'étaient pas excellents non plus. Alors, est-ce qu'il s'est reposé sur ses lauriers? Est-ce qu'il n'a pas assez bossé? Patrick Graham, j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps à se concentrer sur son régime que sur son game plan. Au moins il aura réussi un truc pendant cette intersaison. C'est vrai. Et puis comme tu dis, à partir
partir du moment où on a perdu Blake Martinez, même si on a un Reggie Ragland qui tient bien la baraque au poste de middle linebacker, c'est pas le leader défensif qu'on avait avec Martinez. Non. Et en fait, tu as besoin sur une défense de t'appuyer. On a cité les 3 segments, le pass rush, la run defense et la pass defense. Tu as besoin de t'appuyer sur un de ces 3 segments. Si tu es dominant dans l'une de ces 3 disciplines, tu peux lâcher un peu de lest et du coup te concentrer plus sur les autres. Là, en fait, vu qu'on est dominé dans les 3, tu sais pas en fait où est ta force et tu es obligé de un peu compenser un peu partout. Donc au final, tu fais rien. À vouloir jouer sur tous les tableaux, tu fais rien. La force de l'année dernière, c'est qu'on avait une très bonne défense contre la course. Et cette année, pas du tout. Alors, on en reparlera dans 2 minutes. Est-ce que le fait d'avoir laissé partir BJ Hill, est-ce que le fait d'avoir laissé partir notre ami Tomlinson, c'était pas une erreur et qu'on se retrouve avec une défense contre la course qui n'est plus au niveau et du coup, tout le reste en découle et en cascade, comme ça on se retrouve avec une défense qui fonctionne pas. Je sais pas, je peux pas te dire, quoi qu'il en soit, mon avis c'est que il faut qu'ils se regardent dans la glace et qu'ils se disent ok, on s'est vu trop beau, on a des joueurs qui a priori sont meilleurs sur le papier par rapport à l'an dernier, un CB2 qui est censé être meilleur, etc. Mais finalement ça marche pas mieux, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs quand tu parles de CB2, c'est à Adoree Jackson que je pensais comme autre décision bizarre. Notre ami Gettleman qui pendant cette intersaison était vraiment en mode all-in, je dépense plein en free agency, je fais des trade down pour cumuler des pics, etc. Et Adoree Jackson en fait ne remplit pas ses promesses. On a aussi un Xavier McKinney qui moi m'impressionne pas. Non. Mais je pense que comme tu dis, le fait qu'on soit plus du tout bon contre la course en front 7, parce que c'est le premier domino qui fait tomber tout le reste. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et ça s'est vu dans les 2 derniers matchs où on se prend des yards et des yards. Le premier running back qui est touché après 5 yards, on commence à mettre la main un peu dessus. Je suis désolé, l'an dernier, le running back, il faisait pas 1 yard sans qu'il y ait un mec qui essaye au moins de faire quelque chose et qui lui pose la main dessus. Donc je dis pas que ça gagnait pas un peu plus, mais il faut plus pénétrer et cette ligne défensive, pour l'instant, ne fait pas le taf. Il n'y a pas de pass rush en outside linebacker, mais ça va nous mener à notre analyse de qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi. Je pense qu'on peut, sauf si tu as d'autres choses à dire sur ce match-là, mais à part la déception, il n'y a pas grand-chose. Si on n'a pas vu Kyle Rudolph non plus, moi je comprends pas ce que fait Kyle Rudolph, on le paye, je sais pas combien, on doit le payer peut-être 8 ou 9 millions. Il est invisible, on le voit pas, on lui donne pas la balle. Il y a aussi quelques trucs que je comprends pas. Enfin, globalement. Kyle Rudolph, en fait, c'est pas qu'il a un contrat qui est énorme, mais en fait, ce qui est dingue, c'est. Non, il vaut pas 9 millions. Non, combien on le paye combien cette année, il est à 4,7 millions. Ah, ouais, mais c'est déjà trop parce que les Giants savaient qu'il avait un problème de pied, qu'il devait se faire opérer. Ils se sont dit, c'est pas grave. Tu vois, ils avaient annoncé son contrat, ils ont su ça et ils se sont dit, non, mais on va quand même le signer parce qu'on croit que ça va le faire. Mais il sert à rien! Et il sert à rien. Si, il a récupéré un fumble contre les Saints, c'est tout. Mais c'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'un gars comme Kyle Rudolph, il empêche un type comme Caden Smith d'être sur le terrain. Oui, alors que Caden Smith, moi, je kiffe trop et on le voit jamais et ça me fait bien chier. Voilà, et c'est problématique. Après, il y a des trucs que tu pourrais dire, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance qu'un Sterling Shepard et un Darius Slayton soient blessés. On n'a pas de chance que là, on a justement... Golladay qui vient de se blesser pour 2 semaines. Alors, en fait, je pense que on a dans cette équipe un mélange de malchance, les blessures, mais ça, tout le monde a de la malchance. On joue tous avec les mêmes pions et il n'y a pas une seule équipe en NFL depuis sa création qui n'a pas des joueurs blessés au cours de sa saison. Ça n'existe pas. Et on a aussi les frais de la mauvaise gestion de cette équipe. Moi j'ai voulu être patient avec Gettleman en disant la première, deuxième, troisième année, ça va le faire. On commençait, comme tu disais tout à l'heure, l'année dernière à avoir un espoir de voir, on voyait de la progression. Et là, en fait, on est retour au ras des pâquerettes. Ça le fait pas. On a parlé de Kadarius Toney ? Non. Alors justement, c'est vrai qu'à force de se concentrer sur le négatif, on oublie le seul point positif de ce match parce que enfin, on utilise Kadarius Toney et qui nous fait 10 réceptions, 189 yards. Il bat le record rookie de receiving yards de la franchise. Qui était détenu par
Odell Beckham, je suppose. Odell Beckham, 180 yards ou 185, je sais plus. Voilà, et en fait, le seul bémol pour Kadarius Toney, c'est le coup de poing qu'il a foutu à un joueur en fin de match et il s'est fait éjecter. Bon, il s'est excusé, il a reconnu que c'était bête, mais en fait, il se fait jeter un peu violemment à terre par des DB qui en ont marre de se prendre des vents parce que putain, il est incroyable, il a un équilibre. Ce gars, c'est fou. C'est fou. Incroyable. Non mais et là, ça justifie son choix pour un mec qui était moins connu que d'autres stars wide receiver dans cette draft-là, parce qu'oublie pas que quand même, en plus de Kadarius Toney, on a un premier choix de draft. Ouais, bien sûr. N'oublions pas. On va en avoir besoin. De toute façon, il y a tellement de trous dans cette équipe que si on peut en choper un troisième... Et si ça pouvait être pas Gettleman qui utilise ses choix de draft, ce serait aussi pas mal. En tout cas, voilà, c'est sûr qu'il fait un énorme match. D'ailleurs, il a été nommé rookie de la semaine. Le seul problème que je vois là, c'est qu'en fait, il sauve la face de Jason Garrett, parce qu'en fait, ce match-là, sans Toney, c'est un match affreux en attaque. On fait rien non plus en attaque. Et on a presque l'impression que c'est un match à peu près correct grâce à lui. Mais dans l'autre sens, Jason Garrett a pas le choix de l'utiliser. Enfin, il l'utilise uniquement parce que tout le monde est blessé et qu'il n'a pas le choix. Et ça me fait bien chier parce que ça, c'est pas normal. Il faudrait l'utiliser, mais utiliser les autres aussi. Utiliser toutes les armes. Et pas uniquement parce que on a plus que lui, on va lui donner la balle. Mais qu'est-ce qu'on attendait pour lui donner la balle ? En fait, le mec est monstrueux. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre ça pour lui donner. On le sait qu'il est monstrueux. Ils ont dû le voir à l'entraînement, ils sont au courant. Donc, je sais pas. Ce sera mon deuxième point de la deuxième partie du podcast. Mais bon. Écoute, tout à fait. Voilà. Bon. Je pense qu'on peut justement enchaîner sur cette deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Gettlecast, on l'appellera. En fait, j'ai envie que ce soit à chaque fois que ce soit la galère et qu'on parle de comment retourner la situation, ce sera le Gettlecast. Il faudrait qu'on ait un générique Gettlecast. Alors, déjà, première chose, je vais juste te dire 2 points et après je te laisserai parler. Première chose pour moi, je pense qu'il n'y aura aucun move important avant la bye week qui est dans 4 matchs. Ça m'étonnerait qu'on décide de faire des gros moves, de virer quelqu'un, de changer des trucs importants avant la bye week, qui arrive en plein milieu de saison. Je suis d'accord. Ouais. Bon voilà, donc c'est dans 4 matchs. Juste pour info, il nous reste, attends, j'ai le calendrier sous les yeux, il nous reste les Rams, ouch, les Panthers, les Chiefs et les Raiders. Alors, autant il y a quelques semaines, j'aurais dit Panthers, Chiefs, Raiders, c'est grosse branlée, autant avec ce que je viens de voir sur la dernière semaine, je me dis... Les Chiefs ont une défense en bois, leur attaque a l'air d'être pas aussi impressionnante que l'an dernier. Les Raiders, ils viennent d'avoir un coach en moins qui a démissionné, John Gruden. Et les Panthers, qui se font battre par les Eagles avec 3 interceptions de Sam Darnold. Bon, autant les Rams, il n'y a aucune chance, autant les autres, je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, donc tout n'est pas perdu. Mais à mon avis, il n'y aura pas de move avant ces 4 matchs-là. Alors, moi je vais te dire, pour moi c'est défaite, parce que je vais arrêter de m'enthousiasmer pour cette équipe qui ne me donne plus aucune raison d'être enthousiaste. C'est ce que je te disais avant le podcast, c'est heureusement que je regarde d'autres sports pour avoir un peu de divertissement le dimanche, parce que en ce moment ce sont pas les Giants qui procurent du plaisir. Je te disais justement que les Knicks avaient l'air d'être... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de supporters des Giants qui sont aussi fans d'autres franchises de New York. Et les Knicks, a priori, vont faire une grosse saison. Ils ont été très bons l'an dernier et là, ils sont sûrement encore meilleurs. Donc, bon, je vais peut-être me mettre au basket. Voilà. J'ai jamais vraiment suivi. C'est peut-être l'occasion. Mais ouais, alors quand tu dis il n'y aura pas de gros move, je suis d'accord avec toi. Il n'y en aura pas parce que c'est pas dans l'ADN des Giants. La seule fois où ils l'ont fait, c'était avec Ben McAdoo qui avait benché Eli Manning. Et là, je pense pas que Judge ou un autre fasse quelque chose qui mérite un licenciement en cours de saison. Alors, tu crois qu'il s'en veut, McAdoo, quand il repense à ça ? Il se dit, putain, j'ai vraiment été une grosse merde d'avoir mis Manning sur le banc. Non, je crois qu'il s'en fout parce que McAdoo, il voulait apparemment Patrick Mahomes quand il s'est présenté à la draft. Ouais, bon, alors pour le coup, il avait pas tort. Non, il avait pas tort, c'est sûr. Mais non, en effet, il y aura pas de move. Après, est-ce que même au niveau de l'équipe, tu veux trader qui et tu veux trader trader quoi ? On a que des joueurs. Regarde le contrat de Leonard Williams, intradable. Le contrat de Kenny Golladay, intradable. Non, mais alors attends, parce Brad Perry, pareil. J'ai pas encore parlé des moves. Parce que pour moi, le premier move, déjà, si on doit faire des moves,
c'est ne pas laisser Gettleman faire le moindre autre move en fait. Et donc le premier move à faire, c'est de virer Gettleman et de trouver quelqu'un d'autre. Et quelqu'un en cours de saison. Oui, mais j'en ai rien à foutre. En fait, ce que je veux éviter, écoute, je ne sais pas. Moi, ça me paraît pas impossible. Et ce que je veux éviter, c'est de laisser trop de temps à Gettleman, d'avoir le temps de faire des re-signatures qu'on regretterait derrière puisqu'on l'a laissé trop faire. On a vu des équipes comme ça qui attendent de virer leur GM. Leur GM fait des moves. Et une semaine après, ils le virent et ils mettent quelqu'un d'autre et tu te retrouves coincé avec un joueur que tu voulais pas. Tout ça parce que ton GM, que tu savais très bien que tu allais virer, a décidé de re-signer quelqu'un. Typiquement, imagine, là, d'ici la fin de la saison, il décide de donner le max contrat à Saquon Barkley. Saquon Barkley qui arrête pas de se blesser, il joue plus jamais pour nous et on est coincé avec un encore gros contrat dont on sait pas quoi faire. Donc pour moi, le premier move, ce serait à la bye week, on vire Gettleman, on met quelqu'un d'autre et quelqu'un qui peut gérer cette équipe proprement, qui va pas nous révolutionner tout et virer tout le monde, mais qui au moins aura le temps de réfléchir d'ici à l'intersaison, aura le temps de voir quoi faire avec les contrats, et on sait pas un mec parachuté comme ça qui se retrouve au moment de devoir signer des joueurs dans une équipe qu'il connaît pas trop. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas attendre, pour ces deux raisons, mettre quelqu'un dans des bonnes conditions et pas permettre à Gettleman de continuer à faire d'autres moves. Alors, de mémoire, mais si jamais je me trompe, j'espère que les auditeurs n'hésiteront pas à nous le dire par tweet. Je connais pas un seul GM qui se soit fait virer en cours de saison. Et j'avais même lu une fois que c'était même plutôt traditionnel de virer un GM après la draft. Après la draft, donc là tu laisses faire une autre je comprends avec tout ce que tu as dit. Mais non, mais justement, il y a une raison derrière ça. C'est que en fait, quand tu arrives à la fin de la saison, le GM que tu as en position, c'est lui qui a géré tout le scouting et la préparation de la draft suivante. Donc généralement, on lui dit bon bah tu finis le boulot, tu finis de faire la draft et puis après tu dégages. Et ce qui peut en effet te dire bah c'est un peu bizarre parce que du coup le gars il pourrait faire plein de merde et te mettre dans une position pas possible. Après il y a des GM qui à mon avis doivent sauter à la fin de saison. Je pense que c'est plus courant d'avoir les GM qui sautent juste avant la fin de saison ou en tout cas une fois que l'équipe a fini sa saison régulière. Ouais. Alors imaginons. Déjà moi je m'en fous ça se fait pas, ça a jamais été fait, ça franchement je m'en fiche et puis il y a pas de raison de pas le faire si jamais on pense que c'est le meilleur move, si Mara estime que c'est le meilleur move. Maintenant si effectivement je sais pas il y a des complications, c'est pas possible, c'est compliqué, ça va faire chier toute l'équipe, ok, mais alors tu dis au ton GM tu ne signes personne. Je ne te laisserai pas signer quelqu'un. De toute façon, j'imagine que c'est Mara qui a le dernier mot et que je pense pas que Gettleman puisse faire des signatures sans que Mara approuve quoi que ce soit. Donc si Joe Judge n'a pas approuvé le move, tu ne fais pas de move. Voilà. Ouais. Ça, ce serait une manière de limiter la casse. Voilà, je viens de trouver, du coup je suis en train de regarder, et l'année dernière apparemment, il y a le GM des Jaguars, d'après ce que je lis, qui s'était fait dégager. Alors en effet, non, là ça c'est Joe Gruden, mais en plein milieu de saison. En plein milieu de saison. Bon bah tu vois. Ouais, ça je fait, crois. alors. Je pense... Ouais, mais bon, les Jaguars. Les Jaguars, c'est les Jaguars quoi. Les Jaguars, excuse-moi, on n'est pas très loin du niveau des Jaguars, hein, franchement. Non. Alors, non, mais cette année, on n'est pas très loin du niveau des Jaguars. Mais juste que c'est que les Jaguars, ça fait depuis qu'ils n'ont plus Tom Coughlin que c'est la merde. Depuis qu'ils existent, je pense que c'est la merde. Non, avec Tom Coughlin, son premier coach, ça s'était quand même relativement bien passé. Mais là, quand tu vois tout ce qui se passe avec leur coach, qui en fait ne rentre pas en avion avec eux d'Ohio parce que apparemment et puis après en fait on le retrouve dans un bar en train de fricoter avec d'autres nanas alors qu'il y a sa femme qui est à la maison. Enfin, dire, et c'est qui et surtout moi ce qui m'a fait halluciner c'est le type qui dit je suis pas là pour faire du micromanagement et c'est pas à moi mais c'est aux joueurs de faire le leadership de cette équipe. Et t'en dire quoi? Mais t'es head coach ou c'est quoi? C'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est assez spécial ce qui se passe à Jacksonville. Bon, en tout cas, Gettleman, on va pas reprendre comme on l'avait fait sur le gros Gettlecast tous ces pics, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pics qui finalement sont mis à la poubelle ou n'ont plus le niveau qu'on pensait qu'ils avaient. Typiquement, là, regarde. Je me rappelle que quand on avait fait le Gettlecast, on avait dit Oshane Jimenez, Lorenzo Carter, c'est des joueurs qui ont été blessés mais qui vont revenir et qui vont être bons. C'est 3e tour 2019, 3e tour 2018. Ils sont invisibles depuis le début de saison. Invisibles. Zéro pass rush, rien du tout.
On va pas parler d'Ojulari, puisque ça c'est encore beaucoup trop tôt, donc sur le pass rush on va rien dire. Par contre, ton favori, Kyler Fackrell, pourquoi on ne re-signe pas un mec comme Kyler Fackrell, qui a été bon, qui fait, je sais pas, 6-7 sacs l'an dernier, qui bloque le edge très bien, qui fait le taf. Et on ne signe pas un mec comme ça. BJ Hill qu'on laisse partir. BJ Hill, juste pour info, il en est à 3 sacs. Note PFF 78 en run defense depuis le début de la saison, donc très bon. Donc un mec comme ça, on aurait pu largement le faire. Je sais plus combien il a, Tomlinson, je crois qu'il a 68. On les a remplacés, BJ Hill et Tomlinson, par Shelton et Johnson qui en run block sont en run defense sont à 39 et 60 en note PFF, donc très en dessous de ce que font BJ Hill et Tomlinson. Tomlinson, on ne pouvait pas, de toute manière. Lui, il était cher. On ne pouvait pas le garder. C'était soit on prenait Tomlinson, soit Leonard Williams. Et ça me semblait pas illogique de garder plutôt Leonard Williams. Mais malgré tout, on a le droit de se poser des questions malgré tout. Non, mais bien sûr, mais je dis pas le contraire. Mais c'est juste que en fait, il faut savoir que chez les Giants, il y a une pratique qui date quand même depuis un moment, c'est que les Giants ont cette tendance à drafter des defensive tackles. Ils en repèrent des très très bons à la draft à chaque fois. Ils les utilisent pendant le contrat rookie, et puis après ils ne les re-signent pas parce qu'en fait ils ont toujours drafté un autre gars qui est prêt à remplacer. On l'a vu avec Jonathan Hankins, on l'a vu avec Dalvin Tomlinson, Barry Cofield, des gens passent, il y en a plein, et ça a tout le temps été comme ça. Mais là, est-ce qu'on n'est pas un peu l'edge ? En tout cas, c'est ce qu'on a dit, puisqu'on parlait de la défense, c'est la défense contre la course pour l'instant qui est inexistante. Ouais, non, mais bien sûr, mais ça se voit sur le terrain. Le truc, c'est que toutes les décisions de Gettleman ne sont pas intrinsèquement mauvaises, c'est ça ce que je veux dire. Il y en a qui sont mauvaises. Oui. Patrick Omameh, Alec Ogletree, c'était Kyle Rudolph, c'était le running back des Panthers, là, ça c'était ridicule. C'était nul à chier. Après, il y a des décisions, typiquement, qui étaient bonnes sur le papier. Tu vois, par exemple, Kenny Golladay, on peut se dire, bah oui, c'était un bon contrat, oui, certes, c'était un peu cher, mais voilà. Mais le truc, c'est que quand ça fait 4 ans que ça se passe comme ça, et que t'as pas de progression, est-ce que tu vas repartir sur 4 ans supplémentaires ? Je suis pas sûr. Non, mais je suis pas sûr. Clairement, la constante depuis ces 4 années. Donc il y a eu la saison 2016 où ça s'était plutôt bien passé. C'est un peu la seule saison où ça se passe bien depuis 10 ans. Je crois qu'il arrive en 2018, Gettleman. La constante, on peut parler des coachs, on peut parler de tout ce qu'on veut, des joueurs. La seule constante, c'est lui. Donc il est à un bilan absolument horrible. Et il y a un moment, il faut juste se dire, ok, c'est la pièce à changer, quoi. Si on doit faire un move, pour moi, c'est ça, c'est de le changer. Mais alors justement, si tu dis c'est la pièce à changer, mais est-ce que il faudrait pas justement faire un hard reset dans le sens encore où non, justement pas encore. Il n'y en a pas eu. Quand il est arrivé, Gettleman, il y a eu un hard reset. Hein. Excuse-moi, il a viré tout le monde. En fait, tu vas comprendre pourquoi ce que je considère que c'est pas un hard reset. Il faut remonter pour ça à l'ère Tom Coughlin. Tom Coughlin, qui était un super head coach, qui avait un seul défaut, c'était que quand il avait un coordinateur qui était mauvais, je pense à Perry Fewell, il avait tendance à le protéger et pas vraiment à le bousculer un peu pour qu'il se remette en question. Donc au final, Coughlin il a dégagé parce que il bougeait pas, enfin il faisait pas du bon boulot avec ses coordinateurs. On a gardé Jerry Rice, on a gardé le GM, qui a pris Ben McAdoo, qui était nul. Ben McAdoo et Jerry Rice se font dégager parce que basta. Et en fait, là où je dis qu'il n'y a pas eu de hard reset, c'est de hard reset, si on dit avec un peu l'accent américain, c'est que en fait, Dave Gettleman, c'est quand même un ancien cadre des Giants. Avant d'être chez les Panthers, il était déjà depuis 20 ans chez les Giants. Donc plutôt que de prendre quelqu'un de complètement nouveau qui allait un peu bousculer les choses chez les Giants, on a pris un ancien employé, il lui dit bah tiens ça va être toi le GM. Est-ce que cette fois on ne devrait pas vraiment faire vraiment table rase, mais ça veut dire que du coup on dégage aussi Judge, tant pis, et on va prendre quelqu'un de complètement nouveau. Non mais pour le coup, quand on parlait de quelqu'un de complètement nouveau, le problème qu'on avait aussi c'est que dans les coachs on faisait aussi ça. Ce qui n'a pas été le cas ici. Bon, à part Jason Garrett, mais Judge on a été le chercher de nulle part. Tu vois, et on était d'ailleurs contents de se dire, putain, pour une fois, John Mara a validé le fait qu'on prenne un head coach qui vient de nulle part, qui a aucun lien avec les Giants, qu'on connaît même pas. D'ailleurs, je m'étais même trompé dans la photo que j'avais postée de lui quand ça avait été annoncé, tellement je savais pas qui c'était. Pour moi, leurs destins sont pas liés. Et j'ai envie de croire que Joe Judge est un bon head coach et que même s'il fait quelques erreurs et que tout n'est pas parfait, je trouve qu'il a mis un coaching staff en place, à part Jason Garrett, qui me semble séduisant et j'aimerais qu'il continue. Voilà. Pour moi, si tu me demandes, j'ai envie de virer Gettleman, j'ai pas envie de virer les autres.
Ouais, mais justement, le truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte que si tu vires Gettleman et que tu vas donc chercher un nouveau general manager, et que l'une de tes conditions, c'est que ce general manager ne vire pas Judge et son staff, tu te prives de tout un tas de candidats, parce qu'il va forcément y avoir des candidats qui vont te dire non, Judge, j'ai pas envie de bosser avec lui pour raison X ou Y, il croit pas en sa philosophie, il aime pas sa gueule. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Et moi aussi, j'adore Judge. Hein. Je trouve vraiment que, en fait, le seul véritable défaut de Judge, c'est de rester avec Jason Garrett. Voilà, je suis complètement d'accord. Mais enfin, après, je reste ouvert à toutes les propositions. Hein. Si quelqu'un d'autre, t'as un autre GM qui arrive et qui te dit il a un plan, parce qu'il prépare un peu son interview, le mec il arrive pas comme ça avec sa bite et son couteau. Il te dit, moi écoute, je connais ce coach-là qui est, je sais pas, un universitaire très bon, j'en sais rien, n'importe qui, et je suis lié à tel et tel coaching staff et je sais que je vais engager lui et lui, et il te sort un plan qui a l'air béton, oui, pas de souci. Maintenant. Je pense aussi qu'il y a des GM qui doivent se dire eh ben, écoute, effectivement, je pense que Judge est un bon head coach et donc je le garderai au moins pendant tant de saisons. On n'est pas à l'intérieur du truc, donc on peut pas tout savoir et c'est dur de faire des plans sur la comète, mais je partirais pas du principe en tout cas que Gettleman et Judge ont leur destin lié. Gettleman est là depuis beaucoup plus longtemps, il a eu le temps de faire beaucoup plus de choses. Et je trouve que ce serait malhonnête de virer Judge parce qu'on vire Gettleman alors que le pauvre il est là que depuis 2 ans et qu'il a les effectifs qu'on lui donne, quoi. Non, c'est comme je vois pas forcément Judge se faire virer, mais je vois bien Judge devoir repasser un entretien pour garder son job. Ouais, je vois bien le scénario où les Giants trouvent un nouveau candidat au poste de general manager et lui disent bon bah écoute, tu peux recruter le head coach que tu veux, juste fais un entretien avec Judge pour voir si ça fait l'affaire. Ouais. Et c'est vrai, en fait, ce qu'on aime bien, nous, chez Judge, hein, je parle pour toi et moi, c'est que c'est sa philosophie, il a un véritable leadership. Après justement, McAdoo et Shermer, ça faisait du bien, mais il y a encore quelques trucs à ajuster. Mais ce qui est sûr, c'est que nouveau GM, ça veut aussi dire que un gars comme Daniel Jones, il sautera parce que voilà, et c'est dommage parce que Daniel Jones, moi je trouve que c'est quand même un super QB qui a beaucoup de potentiel. Si un nouveau GM arrive avant la draft et qu'il estime que c'est pas le bon QB, oui, avec les 2 tours de draft qu'on a, peut-être qu'il prendra un QB. Après, non, c'est un peu trop tôt pour dire. Il faudra renforcer aussi la ligne offensive, hein, parce que attends, le QB qu'on mettra, tant qu'on n'aura pas une ligne offensive un peu plus solide. D'ailleurs, justement, Gettleman, premier truc qu'il a dit en arrivant dans sa conférence de presse avec Shermer. Il a dit 2 choses, il a dit plus de choses que ça, mais il a dit notamment que Rome ne s'est pas construite en un jour, ok, elle se construit pas en 4 ans apparemment non plus, donc merci, mais tu peux dégager. Et il a dit autre chose, moi mon truc principal et mon objectif principal c'est de construire une O-line, les fameux hog mollies qu'il aime bien nous rabattre tout le temps. Écoute, il t'a fallu 4 ans pour trouver un tackle gauche très, très correct, maintenant effectivement, je pense que maintenant avec le recul, finalement, après cette première saison où c'était un peu compliqué, il se retrouve à être le meilleur des 4 tackles qui étaient un peu mis en avant pendant cette draft-là. Mais le reste de ta O-line, c'est quand même fait un peu avec des bouts de ficelle à l'arrache au dernier moment pendant l'intersaison. Donc voilà, il n'y a pas une O-line vraiment stable comme on a pu connaître dans les années Super Bowl. Et malheureusement, ça manque un peu. Donc, voilà, il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et au bout de 4 ans, je pense que c'est largement assez de temps pour dire à un moment stop, quoi. Non, c'est... voilà, donc ça, c'était mon move numéro 1. Move numéro 2, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? Dégager Van Engram ? Non, je ne dis pas les joueurs, je m'en fous. Ah, move numéro 2 ? Move numéro 1, je vire Gettleman. Move numéro 2. Le move numéro 2, c'est Jason Garrett. Évidemment, je vire Jason Garrett. Et alors, par contre... j'ai cru que tu voulais promouvoir Jason Garrett head coach. Oh mon dieu, le truc atroce. On met Jason Garrett en GM carrément. Non, en fait, ce qui est un peu bizarre, ce que je vais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de la défense. On dit que pour l'instant, ce qui va très mal, et en fait... Et je pense qu'on aurait gagné plus de matchs si cette défense était un tout petit peu meilleure, même pas beaucoup, mais un tout petit peu meilleure. Mais j'ai envie de croire, de par ce qu'on a vu l'année dernière et par le fait qu'on a eu une bonne défense et que peut-être qu'on a des difficultés, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à les surmonter quand même et qu'on a un effectif qui va bien. Je pense que Patrick Graham a montré suffisamment de bonnes choses
pour mériter sa place encore chez les Giants, même si pour l'instant c'est compliqué. Par contre, Jason Garrett, depuis l'année dernière, c'est très inconstant, même s'il fait quelques matchs corrects, c'est pas du tout au niveau, il est pas dans une philosophie pas innovante, mais dans l'air du temps en NFL, et il sait pas utiliser ses joueurs comme il faut, il est un peu contraint parfois d'utiliser certains joueurs, alors du coup ça fait quelques trucs qui marchent un peu, mais je sens pas que, typiquement, au niveau dans la red zone, je pense qu'il est extrêmement mauvais, Jason Garrett, pas du tout inventif, si je dis pas de bêtises, c'est en troisième tentative au niveau de la red zone que Daniel Jones se pète parce qu'on lui demande d'aller courir et qu'il va s'éclater dans 2 gars, c'est ça Écoute, je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que c'est le choix d'envoyer Daniel Jones qui ait causé la défense, la blessure, pardon. C'est plutôt que Daniel Jones, en voulant surpasser la défense, a pris la mauvaise position en mettant son casque en premier et s'est mangé une grosse commotion. Ouais, non, je suis d'accord, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je disais pas que c'est la faute de Garrett qui s'est pris cette commotion. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre, sortir en touche, voilà, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que juste le manque de créativité. Pourquoi il fait pas autre chose, des courses plein centre et les trucs qu'on a déjà vus et les fameux end-around à Engram qui marchent pas où on perd 3 yards. C'est bon, il faut qu'il fasse autre chose. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de vraiment de doute. Tout ce qu'il a montré depuis le début, depuis l'année dernière, c'est pas lui notre coordinateur offensif d'avenir. Voilà. Non, c'est sûr. Il y a un manque de créativité du côté de Jason Garrett dont on a longuement parlé et ça suffit. J'avoue que moi j'ai mis quand même un peu de temps à rejoindre le côté clair de la force ou obscur selon ce qu'on veut, mais c'est juste que je suis un optimiste et je voyais le potentiel de Garrett en me disant si ça peut être la norme chez Garrett, mais le fait est qu'aujourd'hui on a un échantillon qui est plus que large et qui montre qu'il n'y a rien à tirer de ce gars. Ouais, parce que j'ai entendu des mecs en podcast ou quoi qui disent oui mais attendez, ça fait que 4 matchs, 5 matchs et tout ça. Non, ça fait pas 5 matchs, ça fait 5 matchs plus une saison entière, donc maintenant il faut arrêter. On passe à autre chose. Bon, en tout cas on est d'accord tous les deux pour dire que les 2 pions à changer, c'est ça, Gettleman et Jason Garrett. Voilà, pas trop de doute là-dessus. Espérons qu'on voit du mouvement très bientôt, et de toute façon j'ai l'impression que ça peut lancer... Il faut une petite étincelle, il faut quelque chose, il faut redonner vie à cette équipe et parfois du changement, ça peut être bon. Voilà. C'est ne pas s'encrouter dans quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, les supporters des Giants, je pense, en ont marre de voir des défaites et on a vraiment envie, après 10 ans de choses compliquées, on a envie qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Et même si on ne gagne pas tous nos matchs, voilà, qu'on voit du beau jeu et des choses intéressantes. Qu'on voit du progrès. À chaque fois. Ouais, c'est ça. Enfin, là, malheureusement, on en est encore rendu au stade de voilà, saison foutue. De toute façon, là, clairement, on ne gagnera pas cette NFC Est. Il faut penser à l'année prochaine. Ça fait chier de se dire ça au bout de 5 matchs. C'est vraiment, vraiment fatigant. Mais bon, encore une fois, merci à tous d'être là et de continuer à écouter ce podcast. Et c'est ça ce qui est impressionnant. C'est ça ce qui montre aussi justement la loyauté des fans francophones des Giants. C'est que malgré le fait qu'on soit vraiment une équipe de bas de tableau, une équipe complètement nulle, on a une audience qui est présente et qui interagit avec nous, et ça on vous l'a déjà dit et on vous le redit, et c'est pas pour faire le lèche-botte, mais déjà nous ça nous encourage énormément à continuer ce podcast, mais ça rend la chose beaucoup plus plaisante parce que on n'est pas tous les deux en train de discuter entre nous, on discute aussi avec vous les auditeurs à travers Twitter, à travers Twitter puisque c'est notre seul moyen d'interaction. On l'a déjà dit, on continuera de le dire, mais malgré tout, ça fait chier de se dire qu'on fait partie des équipes de bas de tableau. T'as envie de te dire, on va arriver conquérant sur n'importe quel terrain, tout le monde va nous craindre. Mais ce sont des cycles, et ce sont des cycles. Regarde des équipes comme Kansas City, comme Tampa Bay, qui étaient vraiment nuls, et qui Kansas City, ils sont montés très très vite, et c'est arrivé avec Andy Reid. Tampa Bay, c'était une équipe, il leur manquait juste un quarterback, ils ont en fait fait le choix de prendre Tom Brady. Ça a fonctionné pour eux. Je dis pas qu'il faut prendre Tom Brady, quelle horreur, mais non, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. T'as vu qu'il a dit que c'était l'équipe qui préférait battre, c'était nous. Ouais, j'ai vu ça. Bah oui, forcément, on est avec les Eagles, on est la seule équipe à l'avoir battu au Super Bowl. C'est vrai. D'ailleurs, a priori, prochain match contre les Rams, et je crois que Deshaun Jackson est un Rams cette année, non ?
Je pensais qu'il était banni de la ligue pour ses propos néo-nazis. Il avait pas tenu des propos antisémites Deshaun Jackson. Il me semble. Hein. Attends, je vais regarder parce que il me semble que c'était quand il était revenu chez les Eagles après avoir fait un petit tour chez les Bucks. Il joue bien aux Rams. Hein. Donc, à ton avis, c'est quoi les probabilités qu'il nous fasse une réception de 90 yards pour un touchdown ? 200%. 200%. Je dirais même 300 à 400% parce que en fait, pour moi, c'est pas le prochain match. Là, c'est la prochaine défaite. De toute manière, il n'y a rien de plus à tirer cette saison. Donc voilà. Bon, j'ai sous les yeux le calendrier des Giants par Google et il nous annonce que Los Angeles Rams est favori pour gagner. Alors ça, j'ai du mal à bon pourquoi. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Bon voilà, donc rendez-vous dimanche soir avec. Je crois que tu commentes plus les matchs que moi en ce moment parce que t'as plus la foi de les suivre et d'en parler. Moi, ça me dépite tellement que je mets quasiment plus rien sur les matchs. J'ai du mal à trouver la force. Mais on sera devant notre télé malgré tout dimanche à 19h pour une nouvelle défaite des Giants qui devrait passer 1-5, une victoire 5 défaites selon toute probabilité. Et puis voilà, ça va être bien, on va être entre nous, on sera posé. Tout à fait, on est bien. On fait ça ? Allez, on fait ça. À dimanche prochain, à plus tout le monde. Ciao. Salut.